Bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de 22 heures dont elles sont les faits saillants. Une délégation ministérielle en visite au quartier 7 pour constater de visu l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la nouvelle route passant devant le CDC. Arrestation clandestine de migrants clandestins par la gendarmerie nationale. Voilà, donc c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. La secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, a entrepris ce matin une visite au quartier 7 pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la route passant devant le CDC. Cette voie de près d'1 kilomètre environ sera entièrement pavée. Les travaux qui seront menés vont être effectués par des jeunes issus du quartier. Accompagné de son collègue du ministère de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, qui est un natif de ce grand quartier, Mouna Ousmane Aden s'est entretenu avec les ingénieurs qui sont chargés de la construction de cette route. Financée par la Banque mondiale, cette route sera construite par une société yéménite dénommée Hawk. Ce projet de construction s'étalera sur 15 mois, soulignant la portée sociale de ce projet qui permettra à une centaine de jeunes issus de ce quartier de trouver un emploi. Et dans une brève réaction, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, a rappelé les habitants de ce quartier préserver ce bien public. Il s'est dit fier que plusieurs projets aient été réalisés au quartier 7 et que d'autres projets sont en cours d'exécution. Et la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, s'est déclarée pour sa part réjouie du déroulement des travaux. On l'écoute. Visite aujourd'hui dans le quartier populaire de quartier 7 concerne le projet financé par la Banque mondiale et exécuté par la DDS concernant la réhabilitation des voies principales du quartier 7. C'est un projet d'envergure très large qui concerne les routes mais également d'autres infrastructures sociaux qu'il faudrait mettre en place dans ce quartier. Donc aujourd'hui, on est en plein milieu du projet. Il y a des travaux qui ont été déjà réalisés. Nous sommes dans la continuité. Donc on a profité de l'occasion pour venir, moi et le ministre des Finances, pour démarrer, rassurer la population que les travaux sont en bonne voie, mais également les mobiliser à le bon suivi des travaux de ce quartier populaire. Ce projet est un projet qui va créer de l'emploi pour les jeunes parce qu'il y aura la mise en place des pierres taillées sous forme de pavés qui vont être posés par la communauté, surtout les jeunes. Donc il y a des experts qui sont avec nous pour les aider à mettre en place, pour renforcer leurs capacités et pour plus tard continuer à travailler dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment un programme social qui a une portée large, qui en même temps rejoint la vision du président de la République à faciliter et améliorer la visibilité des quartiers populaires de la ville de Djibouti. Ensuite, la secrétaire d'État chargée des affaires sociales accompagnée du ministre des Finances ont sillonné l'ensemble du quartier. Objectif donc de constater de visu l'état des axes routiers dans ce quartier populaire qui ont besoin d'être réhabilités. Ces routes se sont fortement dégradées, la principale cause étant l'absence de réseau d'assainissement et le déversement des eaux sur la chaussée. Les deux ministres ont appelé les habitants de ce quartier à ne pas déverser de l'eau sur les routes rénovées, d'autant des réseaux de collecte des eaux de pluie y ont été construits. Autre actualité nationale, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en étroite collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, a organisé ce matin un atelier de sensibilisation sur la santé reproductive des jeunes. En pris part à cette cérémonie, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Wahib Hamadou, la représentante du FNUAP, Aïcha Ibrahim, la directrice de la jeunesse, Asli Mohamed, et les responsables des différents CDC. Des sessions de sensibilisation sur la santé reproductive des jeunes se dérouleront dans tous les CDC de la capitale, et ce jusqu'au 1er septembre 2016. D'appui au pays qui a commencé en 2013. La jeunesse était considérée comme une priorité. Donc pour des raisons peut-être de disponibilité de part et d'autre, ces activités n'ont pas pu être réalisées en temps voulu.
Mais à notre niveau, au niveau du FILAC, nous apprécions vraiment la disponibilité actuelle du secrétariat d'État à la jeunesse, l'opportunité d'avoir permis aux jeunes de bénéficier de ces sessions d'éducation dans un certain nombre de CDC. Je crois que ce sont des activités pilotes qu'on commence cette année. C'est un début et cela va nous permettre de planifier pour les années qui viennent. Le secrétaire général Wahib Hamadou a indiqué pour sa part lors de cet atelier de sensibilisation sur la santé reproductive que les adolescents constituent un groupe cible comportement à risque s'ils ne sont pas bien conseillés par leur environnement proche. Écoutons donc sur ce point le secrétaire général du département de la jeunesse et des sports. Sur la promotion de la santé reproductive chez les jeunes, cependant il est important pour moi de relever qu'à l'instar de nombreux pays des parlements, et notamment en Afrique, Djibouti se caractérise par sa jeunesse. Les jeunes constituent en effet 60% de la population et ceux moins de 15 ans forment près de 40%. Également, notre pays connaît aujourd'hui des dynamiques de changement économique et social qui affectent d'une manière ou d'une autre les structures sociales, dans la famille, le mode de vie, l'éducation, la santé, les attitudes, les comportements et même les valeurs. En effet, les adolescents et les jeunes constituent de loin le groupe social qui accuse le plus les conséquences de ces changements sociétals. Surtout, c'est sur le plan de la santé reproductive que la fragilité est assez grande, comme les différentes études nous l'ont démontré. Notre département travaille en étroite collaboration avec le FINIAP, avec qui nous avons signé une convention de partenariat afin d'aider les jeunes des CDC à adopter des comportements sains en matière de la santé reproductive. L'information, l'éducation et la communication restent le canal le plus approprié pour promouvoir les connaissances des jeunes en la matière. Dès l'arrivée à la tête de ce département, Son Excellence, M. Hassan Mohamed Kamil, a engagé la réflexion avec ses collaborateurs pour questionner nos pratiques, nos représentations, nos schémas de pensée vis-à-vis de cette population jeune, pour laisser la place à une nouvelle forme de réponse bien adaptée à ses besoins. Ceci nous amène à dire que la jeunesse n'est pas un problème, mais plutôt une solution, et que toute solution serait recherchée par les jeunes eux-mêmes. C'est sur ce postulat que se fonde notre nouvelle approche d'encadrement de notre jeunesse. Ainsi, notre département donnera la priorité à la participation des jeunes, à la prise de décision et à la gestion des affaires les concernant. C'était dans les titres, plus d'une centaine de migrants clandestins arrêtés hier par la gendarmerie nationale. Et c'est lors d'une opération de ratissage menée par les gendarmes dans le secteur d'Amotabiso et Garaitu qui a permis d'interpeller 107 migrants d'origine éthiopienne. Tous désiraient se rendre vers les pays du Golfe. Ces derniers étaient très affaiblis par la faim et la soif. Une assistance humanitaire en nourriture et en eau leur a été fournie. Cette opération a été menée par les gendarmes au poste au Lakassal. Les migrants ont ensuite été reconduits aujourd'hui même à la frontière de Galilée avec les moyens mobiles de la gendarmerie nationale. Et dans la région de Dikil, la plaine de Hallé, située à 25 km de la ville, est une région aride. Mais une plante, le prosopis, envahit ce secteur et pousse en abondance. Certains craignent que cette plante, qui a la faculté de se multiplier, n'empêche d'autres plantes d'apparaître, mais d'autres personnes veulent valoriser cette plante et l'utiliser comme aliment pour le bétail. Le prosopis est aussi utilisé pour produire du charbon de bois destiné à la vente, ce qui génère des revenus aux éleveurs. C'est le dossier, bien sûr, de cette édition, suivant ces explications sur cette plante dans ce magazine de la rédaction et un commentaire de Aïcha Bilay. Nous sommes à Hallé, à 25 km du chef-lieu de Dikil. Il fait plus de 40 degrés à l'ombre. Un paysage désertique et pourtant un arbre brave l'hostilité de la zone, le prosopis. Celui-ci est le prosopis mâle et celui avec les gousses, c'est la femelle. Elle produit des gousses durant 7 mois et à partir de ce mois de juin, elle ne donnera plus de gousses. Le prosopis est l'une des 100 espèces qui menacent la flore. Mais depuis peu de temps, on fait de cet arbre inutile jusque-là
une source de profit pour les populations de Hanlé. Une population qui vit de l'élevage et de l'agriculture. De ces gousses, on fait par exemple des aliments de base pour les chèvres. Un fagot d'herbes sèches est aussi moulu avec les gousses du prosopis. Ces herbes qui poussent juste dans ce jardin. On ajoute des herbes pour sa valeur nutritive. Ça donne de l'énergie aux animaux. Les chèvres qui mangent cette farine grossissent et elles donnent beaucoup de lait. À tour de rôle, les chèvres de chaque membre de la coopérative de Hanlé, qui sont en nombre de 90 agro-éleveurs, dégustent ce fameux mets qui a un goût sucré. Les bêtes en raffolent de cette farine appelée en afar boucha. Avec 2 employés, la coopérative a la capacité de produire jusqu'à 25 sacs de 50 kg par jour. Cependant, la production se fait à la demande. Les principaux clients sont les éleveurs des localités environnantes. Avec cet argent, on paye les 2 employés qui travaillent sur le moulin, on achète aussi des semences et on paye également le transport pour écouler nos marchandises. Les agriculteurs de Hanlé ont su aussi tirer profit de cet arbuste menaçant leurs champs et leur environnement en faisant du charbon. Le prosopis gagne en taille jusqu'à 3 mètres par an. Alors pour arrêter sa propagation, on en fait du charbon. Comme Hanlé, plusieurs coopératives de la région ont bénéficié de ce moulin en vue de faire de cet arbre nuisible un profit. Autre dossier de ce 22h, Djibouti dispose de plages, de faune marine exceptionnelle. Mieux, certaines espèces marines comme le requin-baleine viennent sur nos côtes pour se reproduire, raison pour lesquelles certaines de nos plages sont classifiées aires marines protégées par le Fonds mondial de l'environnement, ce qui devrait en principe aider le tourisme à se développer. Nous vous proposons de suivre avec nous ce magazine consacré aux joyaux de notre environnement marin. Arta, la ville estivale. Arta, la ville touristique. Son climat doux, ses montagnes oscillantes et ses plages irrésistibles ensorcellent qui veut bien s'y abandonner. La plage d'Arta se trouve à environ 50 km de Djibouti-Ville. Pour y parvenir, il faut emprunter sur 34 km la route nationale 1, traverser le petit village de Wea et prendre la première piste à droite. Celle-ci emprunte sur la presque totalité du parcours qui fait 15 km le lit de 2 oueds à sec, les oueds d'Arrey et d'Ar'ila où se trouvent des campements de nomades ainsi que leurs troupeaux. À mi-parcours, la piste traverse de magnifiques gorges encaissées, des montagnes et des collines difformes et en même temps multiformes, étranges. Tout est possible dans ce petit coin de paradis, surtout en fonction des croyances de chacun. Des montagnes de toutes les couleurs, allant du marron au bleu en passant par le blanc et le vert. Des immenses roches millénaires contenant du calcaire, du plomb, recouverts d'argile et de poussière généralement, effet de l'érosion, pour enfin arriver sur le bord de mer. La plage d'Arta est une plage de galets. Une grosse pierre blanche nous accueille à notre arrivée sur la plage où l'on peut voir écrit « Aire marine protégée et requin-baleine » et tout s'éclaircissait pour nous. La plage d'Arta est bordée de montagnes d'origine volcanique et elle possède un impressionnant tambon où l'on peut voir de superbes poissons multicolores et parfois même des requins-baleines selon les saisons. Ce site est protégé, raison pour laquelle cette plage doit être régulièrement entretenue. La plage d'Arta est une plage unique en République de Djibouti. Puisque je dis unique, il y a une équipe de Fonds mondial de l'environnement qui se sont rendus à la plage d'Arta. Lorsqu'ils ont découvert ce site, ils ont dit vous avez des sites merveilleux. Et comme vous le savez, en mois de février 2015, nous avons procédé à un nettoyage accompagné de la direction de l'environnement, de l'armée nationale de Wea et des associations de la région d'Arta. Nous avons procédé à une vaste opération de nettoyage. Et nous comptons toujours préserver la propreté de cette plage. Et d'ailleurs, bientôt nous allons monter des projets que nous sommes en train de traiter avec la direction de l'environnement
et ils vont placer des panneaux, des pancartes indiquant, préservant la propriété de la plage. Ce projet est en cours. Bientôt, nous allons lancer. À cette période-là, mois de juin, juillet, août, c'est une période de canicule et elle est moins fréquentée. Cette plage est moins fréquentée. Mais pendant l'hiver, lorsqu'il y a le requin-baleine, en mois d'octobre à mars, c'est une plage, tout le monde vient admirer ce requin-baleine. Et nous avons une équipe de 40 employés de la direction de l'environnement qui sont des éco-gardes. Ils possèdent un bateau et ils protègent, ils font la protection du requin-baleine. Et nous suivons de près la situation de cette plage. De temps en temps, les autorités locaux viennent ici faire des visites inopinées pour le contrôle du tourisme, la situation du requin-baleine, la propriété de la plage, et nous comptons préserver cette plage dans son état. Et selon les responsables de la plage que nous avons rencontrés, à quelques mètres de cette plage de galets, l'on peut apercevoir un spectaculaire à pic qui vous permet de découvrir une faune corallienne ainsi que des poissons en tout genre. Mais hélas, personne pour en profiter. En cette période de l'année, les touristes, djiboutiens ou étrangers, se font rares pour des raisons qui nous étaient inconnues jusqu'à ce que le préfet de la région, qui a bien voulu nous accompagner, nous éclaire à ce sujet. horta balaashkani waxa uu ka mid yahay balaashyada magaranaysa ku yaala muxuu ahaa Djibouti. Cette plage est l'une des meilleures de la République et elle est pour nous un héritage. C'est également la seule plage où on peut apercevoir des requins-baleines, uniquement durant la période qui va du mois d'octobre au mois de mars. Également, durant cette période, le secteur de la pêche est en effervescence, car nous avons ici à Arta de nombreux jeunes pêcheurs. Mais comme vous pouvez le constater, c'est une période pauvre en touristes, car ce n'est pas la saison des requins-baleines. Mais il faut savoir que cette plage représente énormément pour nous, les Artaouis. Les Djiboutiens ne connaissent pas beaucoup cet endroit. La piste pour y accéder est longue et parfois difficile d'accès. Ce sont souvent les touristes étrangers, français ou américains, le plus souvent, qui viennent profiter de ce petit paradis. Donc nous espérons que les choses vont s'améliorer et nous, de notre côté, nous mettrons les moyens pour réaménager cette plage et rénover ces structures d'accueil pour le bonheur de nos touristes. Arta présente environ 25 km de côte. Son choix d'un modèle de développement urbain et touristique durable a permis de les conserver dans leur état naturel. Et grâce à cela, nous pouvons encore profiter de ces plages vierges. Et pour ceux qui ne savent pas c'est qu'un requin-baleine ou qui douteraient de son existence, nous vous laissons le soin de le découvrir et qui sait, peut-être passerez-vous par cette plage un jour. Également dans l'actualité, avis de recherche, un homme appelé Abdi Farah Ahmed, âgé de 64 ans, est recherché par sa famille depuis le 7 août dernier, après sa sortie de l'hôpital. Il n'est pas apparu depuis cette date. Il est demandé à toute personne, donc, pouvant le reconnaître sur cette photo, de bien vouloir prendre contact avec les numéros suivants, le 77 08 68 21 ou le 21 35 69 88. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec une grande tristesse qu'on a appris le décès soudain du trésorier de la région d'Ali Sabié, Feu Idriss Ahmed Rar, décédé à l'âge de 51 ans hier à l'hôpital régional d'Ali Sabié vers 9h30 du matin. Le défunt, né à Ali Sabié en 1965, laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Le défunt, Idriss Ahmed Rar, était un haut cadre. Il a mené une carrière remarquable au service des finances. Il a occupé des postes comme service dette de la finance, ensuite chef de section dette, puis chef de service financement extérieur et enfin nommé en 2011 trésorier de la région d'Ali Sabié. Il était un homme courtois et connu pour son sens de l'amitié et de l'intérêt général à travers toutes ses responsabilités. Suite à son décès, le préfet par intérim de la région d'Ali Sabié, Mohamed Ahmed Abbas, le ministre de la communication chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, le ministre du Travail, Hassan Idriss Samrié, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, ainsi que les Oukal de la ville Assadjoug, adressent tous leurs sincères
sincères condoléances les plus attristées aux membres de la famille du défunt et rend également un vibrant hommage à une grande figure sage de la région qui était parmi, dit-il, les doyens de la région. Il prie tous Allah, le tout miséricordieux, d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Également dans la page nécrologique, suite au décès survenu de la fille de Fatouma Barkhat Gourat, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, M. Aden Mohamed Dilleta, adressent tous leurs sincères condoléances à la famille de l'adolescence, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. L'État islamique a revendiqué l'attentat de Keita au Pakistan, qui a fait hier au moins 70 morts. Une faction des talibans pakistanais a également revendiqué l'attaque. La bombe a explosé au moment où au moins 200 personnes s'étaient rassemblées à l'hôpital de Keita, là où la dépouille du bâtonnier de la province avait été conduite après son assassinat quelques heures plus tôt. Le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a rendu visite aux blessés, dont de nombreux sont des avocats. Selon la police pakistanaise, l'attentat a été perpétré par un kamikaze qui portait sur lui une charge de 8 kilos d'explosifs associés à des balles de métal. C'est le deuxième attentat le plus meurtrier au Pakistan depuis le début de l'année. Le président français François Hollande a dénoncé un acte abominable, alors que l'Union européenne a dénoncé une attaque que rien ne justifie. Et enfin, c'est un rapprochement entre deux hommes forts, Erdogan et Poutine, qui doit être scellé aujourd'hui avec la visite du président turc à Saint-Pétersbourg après plusieurs mois de relations glaciales. La brouille remonte au 24 novembre 2015 quand un bombardier russe est abattu par la chasse turque au-dessus de la frontière turco-syrienne. La Russie impose alors des sanctions à Ankara dans l'agriculture, la construction, le tourisme, la coopération stratégique, dont le gazoduc Turk Stream est au point mort. Et fin juin sonne toutefois l'heure de la détente avec la main tendue d'Erdogan à Poutine. Le chef de l'État turc exprime ses regrets. Poutine accepte. La réaction de ce dernier lors du putsch augure d'une nouvelle alliance entre les deux hommes forts. Poutine a été un des premiers dirigeants à appeler Erdogan après le coup d'État. Il a déclaré son soutien inconditionnel au gouvernement turc élu démocratiquement, analyse Erm Erses, spécialiste des relations russo-turques. Cette réaction russe contraste avec celle des alliés occidentaux. Réaction d'abord timorée aux premières heures du coup d'État, puis partagée ensuite entre condamnation du putsch et appel à respecter l'état de droit. Un point sur lequel la Russie demeure quant à elle muette. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme.